Dans l'hôpital le plus cher de la ville, un millionnaire s'effondre devant sa fille inconsciente. Rien, ni les médecins, ni l'argent, ne semble suffire, jusqu'à ce qu'une petite fille sale, pieds nus et portant un bracelet d'hôpital, chuchote quelque chose qui arrête le temps. Elle a juste besoin d'entendre que la vie vaut toujours la peine d'être vécue. Première partie. Le son des moniteurs cardiaques était devenu la bande-son la plus cruelle de la vie de Marc Dubois. Chaque bip marquait une seconde d'incertitude de plus. Un battement qui pourrait être le dernier de sa fille de 9 ans, Chloé. Assis dans un fauteuil en cuir qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens, le magnate de l'immobilier le plus puissant de Paris se sentait complètement impuissant. Ses yeux bleus, qui avaient intimidé ses concurrents et conclu des affaires millionnaires, étaient maintenant gonflés de larmes qu'il refusait de verser complètement. Son costume Armani à 3000 € était froissé après 3 jours sans changement, et ses cheveux blonds parfaitement coiffés semblaient ébouriffés par les mains qu'il passait constamment sur sa tête. « Monsieur Dubois », la voix de la doctoresse Sophie Martin résonna froide et professionnelle derrière lui. « Nous devons parler des options qui nous restent. » Marc se retourna lentement. La doctoresse Martin était la chef du département de cardiologie pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis, le plus exclusif de la ville. Son visage sévère et sa blouse immaculée représentaient tout ce en quoi il avait confiance pour sauver sa fille. La science, l'argent, la technologie de pointe. Option, sa voix était rauque. Il y a 3 jours, vous m'avez dit que tout était sous contrôle, que l'argent ne serait pas un problème, que vous feriez venir le meilleur spécialiste du monde si nécessaire. La doctoresse soupira, ajustant ses lunettes. Nous avons fait tout ce qui était médicalement possible. L'insuffisance cardiaque dont Chloé a souffert pendant son voyage à la campagne a été dévastatrice. Son cœur fonctionne à 20% de sa capacité. Les médicaments n'ont plus l'effet désiré. Marc sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il se leva de sa chaise, ses mains tremblantes. « Ne me dites pas ça. J'ai assez d'argent pour acheter cet hôpital entier. Faites venir la meilleure équipe, le meilleur médecin. Faites ce que vous avez à faire. L'argent ne peut pas tout réparer, monsieur Dubois. » Les mots de la doctoresse résonnèrent dans l'air comme une sentence. Pour la première fois de sa vie, Marc Dubois faisait face à quelque chose que sa fortune ne pouvait acheter, le temps, l'espoir, la vie. Il s'approcha du lit où gisait Chloé, connectée à un enchevêtrement de câbles et de tubes. Son petit visage, autrefois plein de vie et de malice, était maintenant pâle et fragile. 3 jours auparavant à peine, elle courait dans les champs de son domaine en Provence, cueillant des fleurs sauvages et riant en poursuivant des papillons. C'était la première fois depuis des mois que Marc avait décidé de passer du temps de qualité avec sa fille. Après le divorce tumultueux avec Manon, Chloé était restée vivre avec lui, mais entre les réunions d'affaires, les voyages internationaux et les constructions de nouveaux projets immobiliers, il avait à peine eu le temps de vraiment connaître la petite fille qui était son seul véritable trésor. Le voyage à la campagne avait été une tentative désespérée de rattraper le temps perdu. Manon était décédée dans un accident de voiture 6 mois auparavant, et depuis, Chloé était sous la garde de nourrice pendant qu'il travaillait. La culpabilité le rongeait, mais il ne savait pas comment être père. Il n'avait jamais appris. Et maintenant, alors qu'il observait la poitrine de sa fille monter et descendre avec difficulté, il se demandait s'il aurait l'occasion d'apprendre. « Papa !» La voix faible de Chloé le tira de ses pensées. Il s'approcha immédiatement, prenant sa petite main entre les siennes. « Je suis là, princesse, papa est là. Je vais mourir ?» demanda-t-elle avec une innocence qui brisa le cœur de Marc en 1000 morceaux. Il ne savait pas quoi répondre. Toute sa vie, il avait eu des réponses, des solutions, des plans. Il avait bâti un empire à partir de rien après être arrivé de Bretagne adolescent. Il avait transformé des terrains vagues en centres commerciaux prospères, créé des emplois pour des milliers de personnes, donné des millions à des causes caritatives. Mais face à cette simple question d'une enfant de 9 ans, il n'avait pas de mots. « Non, mon amour, les meilleurs médecins du monde te soignent. » Mais même en prononçant ces mots, il savait qu'il sonnait creux. Chloé referma les yeux, et Marc sentit qu'il était en train de perdre la bataille la plus importante de sa vie. C'est alors qu'il entendit une voix qui allait tout changer. « Excusez-moi, monsieur. » La voix était petite, timide, mais il y avait quelque chose en elle qui le fit se retourner immédiatement. Derrière lui se tenait une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 10 ans. Sa peau mate était tachée, ses cheveux noirs étaient relevés en 2 nattes désordonnées et elle portait une chemise d'hôpital trop grande pour elle. Ses pieds étaient nus et elle avait un bracelet de patient à son poignet mince. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent ses yeux. Ils étaient de la couleur du café foncé, mais avaient une profondeur qui ne correspondait pas à son âge. Il y avait en eux une sagesse prématurée, le genre de sagesse qui ne vient que de la souffrance. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Marc, plus surpris qu'agacé. La petite fille s'approcha d'un pas, non intimidée par son ton
ou son apparence imposante. « Je m'appelle Léa et je sais comment sauver votre fille. » Marc faillit rire, mais quelque chose dans le sérieux de la petite fille l'en empêcha. « Tu es une enfant. Tu ne sais rien de la médecine. » « Non. » Léa secoua la tête. « Mais je sais ce que c'est de vivre. Et je sais ce que c'est de mourir. Et votre fille, elle regarda Chloé. Elle ne veut pas continuer à se battre parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle se bat. » Les mots frappèrent Marc comme un éclair. Il fixa cette étrange petite fille qui était apparue de nulle part, parlant avec une conviction qui le déconcertait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Léa s'approcha du lit de Chloé, ses yeux ne quittant jamais le visage pâle de la petite fille. Elle a besoin d'une raison de rester. Elle a besoin de savoir que quelqu'un l'attend de l'autre côté de toute cette douleur. Elle a besoin d'entendre que la vie vaut la peine d'être vécue. Marc sentit un nœud dans sa gorge. Pour la première fois depuis des jours, quelqu'un parlait de sa fille non pas comme d'un cas médical, mais comme d'une personne, comme de sa fille. « Et tu peux faire ça ?» Léa le regarda droit dans les yeux. « Je peux aider, mais vous aussi, vous devez aider. Vous devez arrêter de penser que l'argent peut tout réparer et commencer à penser à ce dont elle a vraiment besoin. » Et de quoi a-t-elle besoin? De son papa, vraiment. Pas de l'homme en costume cher qui vient lui rendre visite entre deux réunions. Du papa qui peut s'asseoir par terre avec elle, qui peut lui raconter des histoires, qui peut lui promettre qu'ils feront des choses ensemble quand elle ira mieux. Marc resta silencieux. Cette petite fille inconnue venait de décrire exactement ce qu'il avait été, un visiteur dans la vie de sa propre fille. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? » « Je suis patiente aussi. » Léa montra son bracelet. « J'ai un problème au cœur. Je viens ici depuis que je suis toute petite, et j'ai vu beaucoup de gens arriver et beaucoup de gens partir. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle dit « partir » qui fit frissonner Marc. « Et tu as vu des enfants comme Chloé se rétablir? » « J'ai vu des miracles, » dit Léa simplement. « Mais pas du genre que vous pensez. Les miracles ne viennent pas des machines ou des médicaments chers. Ils viennent de là. » Elle se toucha la poitrine. « Et de là. » Elle se toucha la tête. « Ils viennent quand quelqu'un décide que ça vaut la peine de se battre. » À ce moment-là, la doctoresse Martin entra de nouveau dans la pièce et son expression changea immédiatement en voyant Léa. « Qu'est-ce que cet enfant fait ici ?» Sa voix était sévère. « Les patients ne peuvent pas errer dans d'autres chambres. »« C'est bon, » dit Marc rapidement. « Nous parlions. »« À Monsieur Dubois, cette enfant est une patiente de charité. Elle ne devrait pas vous déranger dans un moment aussi difficile. » Marc sentit une vague d'indignation face au ton dédaigneux de la doctoresse. « Elle ne me dérange pas. En fait, c'est la première personne depuis des jours qui m'a donné quelque chose qui ressemble à de l'espoir. » La doctoresse Martin fronça les sourcils. « Monsieur, comprenez que nous maintenons des protocoles stricts ici pour le bien de tous nos patients. Cet enfant doit retourner dans sa chambre immédiatement. »« Non, » dit Marc se surprenant lui-même. « Je veux qu'elle reste. Ce n'est pas possible. Je suis le plus grand donateur de cet hôpital. » La voix de Marc devint froide et autoritaire. « Je crois que j'ai le droit de décider qui peut rendre visite à ma fille. » La tension dans la pièce était palpable. La doctoresse Martin serra la mâchoire, clairement peu habituée à ce que son autorité soit défiée. « Très bien. Mais sous ma supervision, et seulement pour quelques minutes. » Léa ne sembla pas intimidée par la confrontation. Au lieu de cela, elle s'approcha du lit de Chloé et prit doucement sa main. « Bonjour Chloé, je m'appelle Léa. Tu m'entends ?» Chloé ouvrit lentement les yeux, et pour la première fois depuis des jours, Marc vit une étincelle de curiosité en eux. « Qui es-tu ? » « Je suis ta nouvelle amie. Et j'ai beaucoup d'histoires à te raconter. Des histoires de princesses plus fortes que les dragons, de magie qui vient du cœur et de papas qui apprennent à être des héros. » Chloé sourit faiblement, et Marc eut l'impression d'avoir assisté à un petit miracle. « Tu restes avec moi? Si ton papa me laisse, je reste aussi longtemps que tu as besoin. » Chloé regarda son père avec des yeux suppliants. « S'il te plaît, papa. » Marc regarda Léa, puis sa fille, puis la doctoresse Martin qui désapprouvait clairement toute la situation. Pour la première fois depuis des années, il prit une décision basée non pas sur la logique ou les chiffres, mais sur la foi. « Bien sûr, princesse. Léa peut rester. » Et ainsi, sans le savoir, Marc Dubois venait d'ouvrir la porte à une transformation qui allait changer non seulement la vie de sa fille, mais la sienne propre et celle de nombreuses autres personnes. Ce qui avait commencé comme l'histoire d'un homme riche désespéré de sauver sa fille était sur le point de devenir quelque chose de bien plus grand. Une histoire sur le pouvoir de la connexion humaine, sur la différence entre avoir de l'argent et avoir une vraie richesse, et sur la façon dont parfois les leçons les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a changé votre vie en quelques minutes? Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écrivez. Et n'oubliez pas de liker si vous voulez savoir quel secret Léa cache qui pourrait sauver Chloé. Deuxième partie. Les jours suivants apportèrent une routine complètement nouvelle à l'hôpital Saint-Louis. Marc, qui auparavant arrivait le matin, vérifiait les rapports médicaux
et repartait s'occuper de ses affaires, vivait désormais pratiquement dans la chambre de Chloé. Il avait fait installer un lit pliant et avait annulé toutes ses réunions indéfiniment. Léa tint sa promesse. Elle apparaissait chaque matin tôt, toujours avec quelque chose de nouveau. Parfois, c'était des fleurs sauvages qu'elle avait trouvées dans le jardin de l'hôpital, d'autres fois, c'étaient des dessins qu'elle avait faits pendant la nuit, et occasionnellement, elle apportait de petits objets qui semblaient n'avoir aucune valeur mais qui faisaient sourire Chloé. « D'où sors-tu toutes ces choses ?» lui demanda Marc un matin alors que Léa montrait à Chloé un petit papillon en papier qu'elle avait fait avec une page de magazine. « Les gens jettent beaucoup de belles choses, » répondit Léa naturellement. « Il faut juste savoir où chercher et comment les transformer en trésors. » C'était vrai. En une semaine, la chambre stérile de l'hôpital s'était complètement transformée. Les murs étaient décorés de dessins colorés. De petites figures en papier pendaient du plafond comme des mobiles, et un coin était rempli de trésors que Léa avait trouvés. Des petits cailloux brillants, des feuilles aux formes intéressantes, des fleurs séchées. Mais le plus surprenant était le changement chez Chloé. Bien que physiquement elle restait faible, elle avait retrouvé quelque chose que Marc pensait avoir perdu pour toujours, l'envie de vivre. Elle riait aux histoires de Léa, participait aux jeux qu'elles inventaient, et pour la première fois depuis l'accident, elle parlait de l'avenir. « Papa, quand je sortirai de l'hôpital, on pourra aller au parc ?» Léa dit qu'il y a un endroit où volent des centaines de vrais papillons. « Bien sûr, princesse, nous irons où tu veux. » Mais Marc avait remarqué autre chose. Léa avait une sagesse troublante pour son âge. Elle connaissait des détails sur l'hôpital que seul quelqu'un qui y aurait passé beaucoup de temps pourrait savoir. Elle savait quels infirmiers étaient les plus gentils, à quelles heures il était préférable de demander des choses spéciales, comment éviter certains médecins particulièrement stricts. Un après-midi, alors que Chloé dormait, Marc décida de poser quelques questions. « Léa, depuis combien de temps viens-tu à cet hôpital ?» La petite fille était en train de terminer un autre dessin, celui d'une famille heureuse sous un grand arbre. « Depuis que je suis toute petite, » répondit-elle sans lever les yeux. « Et tes parents? Où sont-ils » Léa s'arrêta. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Marc vit une ombre de tristesse traverser son visage. « Ma maman, » commença-t-elle, puis se tut. « Ma maman a dû partir quand j'étais très petite. Elle ne pouvait pas s'occuper de moi parce que j'étais très malade, et elle devait travailler. Et ton papa? Je ne le connais pas. » Les mots furent prononcés avec une simplicité qui brisa le cœur de Marc. Cette petite fille, qui avait apporté tant de lumière dans la vie de Chloé, était complètement seule au monde. « Qui s'occupe de toi alors? » « Les infirmières sont très gentilles avec moi. Et le docteur Leclerc, il est comme un grand-père. Il me laisse rester dans une petite chambre quand il n'y a pas d'autres patients qui en ont besoin. » Marc ressentit un mélange d'admiration et d'horreur. Cette petite fille avait pratiquement grandi à l'hôpital, dépendant de la gentillesse d'étrangers, et pourtant elle rayonnait plus de joie et d'espoir qu'il n'en avait ressenti depuis des années. « Tu n'as pas peur ?» Léa leva finalement les yeux de son dessin. « Peur de quoi? D'être seule, de ne pas avoir de vraie famille. » Léa sourit, et ce fut un sourire si pur et si sincère que Marc eut envie de pleurer. « Mais je ne suis pas seule, j'ai des amis ici, j'ai Chloé maintenant, et vous aussi, n'est-ce pas ?» La question le prit par surprise. Quand avait-on demandé pour la dernière fois à quelqu'un s'il voulait être son ami? Dans son monde des affaires, les relations étaient transactionnelles. Les gens l'approchaient pour son argent, son influence, ses connexions. Mais cet enfant lui offrait son amitié sans rien demander en retour. « Oui, dit-il finalement, je suis ton ami. » À ce moment-là, le docteur Leclerc entra, un homme âgé aux cheveux gris et aux yeux bienveillants. Marc l'avait vu plusieurs fois parler à Léa avec une affection paternelle évidente. « Bon après-midi, monsieur Dubois. Comment va Chloé aujourd'hui? »« Mieux, je crois. Elle est plus animée depuis que Léa vient lui rendre visite. » Le docteur Leclerc sourit en vérifiant les machines connectées à Chloé. « Léa a cet effet sur les gens. C'est une enfant très spéciale. Docteur, puis-je vous parler en privé ?» Ils sortirent dans le couloir et Marc ferma doucement la porte. « Depuis combien de temps Léa est-elle ici ?» Le docteur soupira, comme s'il s'était attendu à cette question. « Officiellement, elle est patiente ici depuis 8 ans. Sa mère l'a amenée quand elle avait 2 ans, avec une maladie cardiaque complexe. Au début, elle venait régulièrement, mais ensuite, il haussa les épaules. Les factures médicales se sont accumulées, elle a perdu son travail, et un jour, elle n'est simplement pas revenue. Elle l'a abandonnée? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a pensé que c'était le mieux pour Léa. Ici, elle reçoit des soins médicaux, de la nourriture, un toit, dans la rue. » Il ne termina pas la phrase. Marc sentit une vague d'indignation. « Et vous l'avez simplement gardée? Qu'allions-nous faire? Laisser une enfant malade mourir dans la rue? » Le docteur Fournier, qui était le chef avant la doctoresse Martin, a pris la décision de la garder ici. Officiellement, elle reste patiente, donc ce n'est pas illégal. Et elle
Elle est devenue une partie de cet endroit. Quel genre de maladie cardiaque a-t-elle? Le docteur Leclerc hésita. C'est compliqué, similaire à celle de votre fille, mais Léa a appris à vivre avec. Elle est incroyablement résistante. Mais quoi? Elle aura besoin d'une chirurgie éventuellement. Une chirurgie coûteuse que l'hôpital ne peut pas se permettre sans une source de financement. Marc traita cette information. Cette petite fille, qui avait apporté tant d'espoir à sa famille, vivait sous une sentence médicale similaire à celle de Chloé. Combien de temps a-t-elle? C'est difficile à dire. Cela pourrait être des années, cela pourrait être des mois. Cela dépend de nombreux facteurs. Ils retournèrent dans la chambre où ils trouvèrent Léa en train de lire à Chloé un livre de contes usés. Sa voix était mélodieuse, pleine d'expressivité, donnant vie à chaque personnage. Et la princesse réalisa qu'elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour la sauver, car elle avait tout le pouvoir dans son cœur pour se sauver elle-même et sauver les autres aussi. Chloé applaudit faiblement. « J'aime cette princesse. Elle est comme toi, Léa. Fawn est comme toi aussi, répondit Léa. Nous sommes toutes des princesses quand nous décidons d'être courageuses. Marc observa cette scène et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, un sentiment de but qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les affaires. Cet enfant était apparu dans sa vie au moment le plus sombre, ne demandant rien, ne faisant que donner. Et maintenant, il savait qu'il avait une chance de rendre ce cadeau. Cette nuit-là, après que Léa soit retournée dans sa chambre et que Chloé se soit endormie, Marc passa un appel. « Dupont, c'est Marc. J'ai besoin que tu fasses des recherches pour moi. Je veux toutes les informations possibles sur une patiente de cet hôpital. Elle s'appelle Léa. » Il réalisa qu'il ne connaissait pas son nom de famille. « Je devrais obtenir plus de détails, mais commence par ça. » Et Dupont, c'est personnel. Priorité absolue. Quand il raccrocha, il s'approcha du lit de Chloé. Sa fille dormait paisiblement, avec un petit sourire aux lèvres. Dans sa main, elle tenait le dernier dessin que Léa avait fait. La famille sous l'arbre. Mais maintenant, Marc réalisa que la famille avait 4 membres, pas 3. Pour la première fois depuis la mort de Manon, Marc Dubois se permit d'imaginer un avenir différent. Un avenir où sa famille ne se composait pas seulement de lui et de Chloé, mais incluait une enfant extraordinaire qui était apparue quand ils en avaient le plus besoin. Il ne savait pas comment, mais il allait trouver un moyen d'aider Léa. Et ce faisant, il trouverait peut-être un moyen de devenir le père dont Chloé avait besoin et l'homme qu'il avait oublié qu'il pouvait être. Le lendemain, Marc arriva tôt à l'hôpital avec une nouvelle détermination. Il avait passé la nuit éveillé non par inquiétude, mais en planifiant. Pour la première fois depuis des semaines, il avait un projet qui l'enthousiasmait plus que n'importe quel développement immobilier. Quand Léa arriva ce matin-là, il la trouva l'attendant avec une question qui allait tout changer. « Léa, voudrais-tu que nous soyons une vraie famille ?» La petite fille resta immobile, son expression oscillant entre l'espoir et la peur d'espérer trop. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je veux dire que j'aimerais t'adopter, officiellement, pour que Chloé ait une sœur, et pour que tu aies un papa et un foyer où tu n'auras plus jamais à te soucier de quoi que ce soit d'autre que d'être une enfant. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Léa, mais c'étaient des larmes de joie. « Vraiment, même si je ne suis pas riche ou élégante ou précisément parce que tu es exactement comme tu es, » l'interrompit Marc. « Tu es parfaite telle que tu es. » Et Chloé, qui avait écouté depuis le lit, applaudit avec le peu de force qu'elle avait. « Oui, Léa peut être ma vraie sœur. » Mais ce que Marc ne savait pas, c'est que cette décision allait le confronter à des forces qu'il n'avait pas anticipées. La doctoresse Martin n'allait pas permettre à une patiente de charité de compliquer la réputation de son hôpital. Et il y avait des secrets sur le passé de Léa qui étaient sur le point d'être révélés, des secrets qui relieraient cette histoire à quelque chose de beaucoup plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. La transformation de Marc Dubois n'avait fait que commencer. Troisième partie. Le bureau de la doctoresse Sophie Martin était aussi froid et stérile que sa personnalité. Les murs étaient décorés de diplômes, de reconnaissances et de photographies d'elle avec des politiciens et d'importantes figures de la médecine. Derrière son bureau en verre, elle ressemblait plus à une dirigeante d'entreprise qu'à une doctoresse. Marc était assis en face d'elle, mais pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas intimidé par une réunion d'affaires. Il y avait quelque chose de plus important en jeu qu'un contrat ou un investissement. « Monsieur Dubois, je comprends votre attachement émotionnel à cet enfant, mais vous devez comprendre que ce que vous proposez est complètement irrégulier. » « Irrégulier ? Je parle d'adopter légalement une enfant qui vit dans votre hôpital depuis 8 ans sans famille. » La doctoresse Martin ajusta ses lunettes, une expression d'agacement traversant son visage. « Léa est une patiente spéciale. Son cas nécessite une surveillance médicale constante. Vous ne pouvez pas simplement l'emporter comme si elle était un objet. » Marc sentit le sang lui monter à la tête face au ton dédaigneux.
Je ne la traite pas comme un objet. J'essaie de lui donner ce que tout enfant mérite. Une famille. Une famille qui ne peut pas lui fournir les soins médicaux spécialisés dont elle a besoin. Je peux lui payer les meilleurs soins médicaux du monde. Je peux construire un hôpital chez moi si nécessaire. La doctoresse se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant avec des yeux calculateurs. Monsieur Dubois, je crois que vous ne comprenez pas toute la situation. Léa n'est pas seulement une enfant abandonnée. C'est un cas médical complexe qui a nécessité des années de traitement gratuit de la part de cet hôpital. Sa mère n'a jamais payé 1 centime de ses factures médicales. Techniquement, l'hôpital a certains droits sur son bien-être. Santé droit. Vous parlez d'une enfant ou d'une propriété? Je parle de réalité légale et financière que vous, dans votre état émotionnel actuel, ne considérez clairement pas. Marc se leva, ses mains posées sur le bureau tandis qu'il se penchait en avant. Mon état émotionnel est celui d'un père qui a trouvé de l'espoir pour sa fille et qui veut étendre cet espoir à une autre enfant qui en a besoin. S'il y a des problèmes juridiques, je les résoudrai. S'il y a des factures médicales, je les paierai maintenant. Quel est le vrai problème ici? La doctoresse Martin se leva également, son calme professionnel commençant à se fissurer. Le problème, monsieur Dubois, est que vous perturbez l'ordre de cette institution. Léa connaît cet hôpital, elle connaît les patients, elle connaît des choses qu'elle ne devrait pas connaître. Sa présence ici a été tolérée parce qu'elle était confinée à certaines zones. Mais depuis que cette amitié avec votre famille a commencé, elle s'est déplacée librement, a parlé à d'autres patients, a posé des questions. Et c'est mal parce que certains de nos patients paient beaucoup d'argent pour la discrétion et la vie privée. Ils ne peuvent pas avoir une enfant curieuse qui écoute des conversations ou voit des choses qu'elle ne doit pas voir. Voilà la vérité derrière la résistance de la doctoresse. Il ne s'agissait pas du bien-être médical de Léa, il s'agissait de garder des secrets. Quel genre de choses Léa a-t-elle vu qui vous inquiète tant? La doctoresse réalisa qu'elle en avait trop dit. Rien de spécifique. Je parle simplement de protocoles généraux de confidentialité. Mais Marc ne la crut pas. Il avait passé suffisamment d'années dans le monde des affaires pour reconnaître quand quelqu'un cachait quelque chose d'important. Doctoresse Martin, je vais être très clair. Je vais adopter Léa. Si cela nécessite une bataille juridique, j'ai les meilleurs avocats du pays. Si cela nécessite de payer des factures médicales en retard, je peux faire un chèque dès maintenant. Et si cela nécessite de trouver un nouvel hôpital pour le traitement continu des 2 filles, je peux le faire aussi. Ne me menacez pas, monsieur Dubois. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Il sortit du bureau, ressentant un mélange de détermination et d'inquiétude. Il était clair que quelque chose de plus profond se passait à l'hôpital Saint-Louis, quelque chose qui impliquait Léa d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Cet après-midi-là, alors que Léa lisait une histoire à Chloé, Marc remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Lorsque certaines infirmières passaient dans le couloir, Léa baissait la voix ou changeait de sujet. Lorsque le docteur Leclerc entrait, son comportement était complètement naturel, mais avec d'autres médecins, elle devenait tendue. « Léa, lui dit-il quand Chloé s'endormit, y a-t-il quelque chose dans cet hôpital qui te fait peur ?» La petite fille regarda vers la porte comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Pas exactement peur, mais il y a des choses qui ne vont pas. Quel genre de choses? Léa hésita, débattant clairement en elle-même si elle devait parler. Il y a des patients qui viennent ici très malades, et leur famille perd beaucoup d'argent pour des traitements spéciaux, mais parfois les traitements ne sont pas réels. Marc sentit un frisson. Qu'est-ce que tu veux dire par pas réel? Il y a une pièce au sous-sol où ils gardent des médicaments qui ressemblent aux vrais, mais qui ne le sont pas. J'ai vu la doctoresse Martin et d'autres docteurs descendre des boîtes de ces faux médicaments. Comment sais-tu qu'ils sont faux? Parce que j'ai vu les vraies boîtes aussi. Les étiquettes sont différentes. Et j'ai entendu des conversations sur le fait de facturer des traitements qui ne fonctionnent pas. Marc eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Si ce que Léa disait était vrai, l'hôpital où sa fille était traitée faisait partie d'une opération de fraude massive. Pourquoi n'as-tu jamais dit cela à personne? À qui l'aurais-je dit? Je suis une enfant qui vit ici gratuitement. Personne ne me croirait. Et en plus, elle baissa encore plus la voix. Je crois que c'est pour ça que ma maman est vraiment partie. Je crois qu'elle a découvert quelque chose et qu'on l'a menacée. Cette nuit-là, Marc ne put dormir. Il resta éveillé à observer Chloé, se demandant si les médicaments qu'on lui donnait étaient réels. Avait-il payé des milliers d'euros pour de faux traitements pendant que sa fille luttait pour sa vie? Le lendemain matin, il arriva tôt et attendit l'arrivée du docteur Leclerc. Lorsque le médecin âgé entra pour faire ses rondes, Marc l'intercepta dans le couloir. « Docteur, j'ai besoin de vous parler, c'est urgent. » Ils marchèrent jusqu'à une petite salle d'attente vide et Marc ferma la porte. « Que savez-vous des faux médicaments dans cet hôpital ?»
Le visage du docteur Leclerc pâlit immédiatement, confirmant les pires soupçons de Marc. « Monsieur Dubois, je ne sais pas de quoi vous parlez. Docteur, ma fille pourrait mourir pendant que nous parlons. S'il y a quelque chose que je dois savoir sur son traitement, je dois le savoir maintenant. » Le docteur s'assit lourdement, paraissant soudain beaucoup plus âgé que ses 60 ans. « Comment l'avez-vous appris? Peu importe. Ce qui importe, c'est la vérité. » Le docteur Leclerc soupira profondément. Cela a commencé il y a 3 ans, après que la doctoresse Martin a pris le contrôle. Au début, ce n'était que de petits cas, des patients riches qui voulaient des traitements expérimentaux qui n'existaient pas vraiment. Elle a commencé à offrir des thérapies spéciales à des prix exorbitants. « Et vous n'avez rien fait? » J'ai essayé de parler au conseil d'administration, mais la doctoresse Martin a de puissantes relations politiques. On m'a dit de me taire ou je perdrais mon emploi. J'ai une famille à entretenir, monsieur Dubois. Je ne suis pas riche comme vous. Ma fille, Chloé, reçoit-elle de faux médicaments? Non, le docteur s'empressa de répondre. Son cas est légitime. Ces médicaments sont réels. Mais quoi? Il y a d'autres traitements que nous pourrions essayer, des médicaments plus récents, des techniques plus avancées. Mais la doctoresse Martin les réserve pour les cas où elle peut facturer plus d'argent. Marc ressentit une fureur qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de la vie de sa fille et de la vie de tous les autres patients qui étaient escroqués. Et Léa, le docteur secoua la tête. Son cas est compliqué. Techniquement, elle a besoin d'une chirurgie. Mais la doctoresse Martin la garde ici parce que quoi? Parce que Léa a trop vu. La petite est incroyablement intelligente et observatrice. Pendant des années, elle s'est déplacée dans tout l'hôpital écoutant des conversations, voyant des choses. Si elle parlait, elle pourrait exposer toute l'opération. Exactement. La garder ici, dépendante de l'hôpital, est une forme de la contrôler. Marc se leva faisant les 100 pas dans la petite pièce, tout en traitant toutes ces informations. « Docteur, seriez-vous prêt à témoigner de ce que vous savez? Monsieur Dubois, je comprends votre indignation, mais vous ne comprenez pas à qui nous avons affaire. La doctoresse Martin ne travaille pas seule. Il y a des politiciens impliqués, des inspecteurs de la santé qui sont payés pour fermer les yeux, même certains membres du conseil d'administration de l'hôpital. Que suggérez-vous? Je suggère que si vous voulez protéger votre fille et aider Léa, la meilleure option pourrait être de les sortir d'ici discrètement. Fuir, les transférer dans un autre hôpital. Où vous pourrez être sûr qu'elles recevront un traitement réel. » Marc envisagea cette option, mais quelque chose en lui se rebella contre l'idée de fuir. « Non, je ne vais pas fuir. S'il y a de la corruption ici, nous allons la dénoncer. Monsieur Dubois, vous ne comprenez pas les risques. Docteur, toute ma vie, j'ai bâti ma fortune en faisant ce qui est juste, même quand c'était difficile. Je ne vais pas commencer à faire des compromis maintenant, surtout quand il s'agit de la vie d'enfants innocents. » Cet après-midi-là, Marc passa une série d'appels. Il contacta son équipe d'avocats, des enquêteurs privés et un journaliste de confiance qu'il avait connu des années auparavant. S'il allait affronter cette corruption, il le ferait avec toutes les armes légales à sa disposition. Mais il savait aussi qu'il devait agir vite. Une fois que la doctoresse Martin réaliserait qu'il connaissait la vérité, Chloé et Léa pourraient être en danger. Quand il retourna dans la chambre, il trouva Léa assise à côté de Chloé, toutes deux travaillant sur un puzzle. « Léa, je dois te poser une question très importante, et j'ai besoin que tu me dises toute la vérité. » La petite fille leva les yeux, et Marc put voir dans ses yeux qu'elle savait que le moment de parler était venu. « As-tu des preuves de ce que tu m'as dit hier? As-tu vu des documents, entendu des conversations spécifiques ?» Léa regarda Chloé, puis de nouveau Marc. « J'ai quelque chose de mieux que ça. » Elle se leva et se dirigea vers son petit sac à dos, d'où elle sortit un carnet usé. « J'ai écrit tout ce que j'ai vu pendant 3 ans, des dates, des noms, des conversations. Le docteur Leclerc m'a appris à bien lire et écrire et je savais qu'un jour quelqu'un me demanderait. » Marc prit le carnet de ses mains tremblantes. Page après page était remplie de l'écriture soignée d'une enfant, documentant une opération criminelle massive, nom de patient, somme d'argent, description de faux médicaments, conversation surprise. « Léa, ça pourrait fermer cet endroit et envoyer beaucoup de gens en prison. Je sais, dit-elle simplement. C'est pour ça que je l'ai gardé. Je savais qu'un jour viendrait quelqu'un qui se soucierait suffisamment pour faire quelque chose à ce sujet. » Chloé, qui avait écouté en silence, prit la main de son père. « Papa, ça veut dire qu'on va aider d'autres enfants comme nous ?» Marc regarda ses 2 filles, l'une sa fille biologique, l'autre la fille de son cœur, toutes 2 dépendantes de lui pour faire ce qui était juste. « Oui, princesse, nous allons aider beaucoup d'enfants. Et nous allons nous assurer que personne d'autre n'aura à vivre ce que vous avez vécu. » Mais ce que Marc ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, la doctoresse Martin était dans son bureau,
parlant au téléphone avec quelqu'un dont la voix était froide et menaçante. « Oui, monsieur. Monsieur Dubois devient un problème, et la petite... Oui, elle en sait trop. Je crois qu'il est temps de prendre des mesures plus drastiques. » La bataille pour la justice était sur le point de commencer, et Marc Dubois était sur le point de découvrir que lorsque l'on lutte contre la corruption riposte. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre le facile et le juste? Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écrivez et likez si vous pensez que Marc devrait révéler toute la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. 4e partie. À 3 heures du matin, Marc fut réveillé par le son des alarmes médicales. Il se leva immédiatement de son lit pliant et vit que Chloé transpirait abondamment, ses moniteurs affichant des signes vitaux irréguliers. « Infirmière !» cria-t-il, appuyant sur le bouton d'urgence à plusieurs reprises. L'infirmière de garde entra en courant, suivie par le médecin de garde, un jeune homme que Marc n'avait jamais vu auparavant. « Que se passe-t-il » demanda Marc en voyant qu'il connectait plus d'équipements à Chloé. « Il semble que ce soit une réaction indésirable à ces médicaments. Nous allons devoir ajuster son traitement immédiatement. » « Réaction indésirable ? Elle prend les mêmes médicaments depuis des semaines. » Le médecin évita son regard. « Parfois, ces changements se produisent sans avertissement. Nous allons passer à un protocole différent. » Mais Marc avait appris à se méfier. Pendant les heures qui suivirent, alors que Chloé se stabilisait lentement, il ne put s'empêcher de se demander si c'était une coïncidence ou si quelqu'un avait délibérément altéré le traitement de sa fille. Quand le matin arriva, Léa apparut comme toujours, mais Marc remarqua immédiatement que quelque chose était différent. La petite fille semblait nerveuse, regardant constamment vers la porte. « Que se passe-t-il, Léa ? Hier soir, j'ai entendu la doctoresse Martin parler au téléphone. Elle était très en colère. Elle a mentionné votre nom et le mien. Qu'a-t-elle dit exactement? Elle a dit que vous deveniez un problème et qu'elle devait prendre des mesures et que j'en savais trop pour mon propre bien. » Marc sentit un frisson. La crise médicale de Chloé, survenue au petit matin, commençait à ressembler moins à une coïncidence. « Léa, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je crois que nous sommes en danger. Nous devons agir vite. Qu'allons-nous faire? Nous allons partir d'ici aujourd'hui même, et nous allons apporter ton carnet aux autorités compétentes. » Mais comme si elle s'était attendue à cette conversation, la doctoresse Martin entra dans la chambre accompagnée de 2 hommes en costume sombre. « Monsieur Dubois, voici messieurs Roussel et Bertrand du service social. Ils sont venus chercher Léa. »« Quoi? Pourquoi? » « Nous avons déterminé que la situation actuelle n'est pas appropriée pour le bien-être de la mineure. Elle sera transférée dans un établissement spécialisé où elle pourra recevoir les soins dont elle a besoin. » Léa s'agrippa au bras de Marc, son visage pâle de peur. « Je ne veux pas partir. S'il vous plaît, ne me faites pas partir. » Un des hommes s'approcha. « Mademoiselle, c'est pour votre bien. Venez avec nous tranquillement. »« Non !» Marc s'interposa entre Léa et les hommes. « Cet enfant est sous ma protection. Vous n'allez l'emmener nulle part. »« Monsieur Dubois, » dit la doctoresse Martin avec un sourire froid, « vous n'avez aucun droit légal sur cette mineure. Ces messieurs ont toute l'autorité pour la transférer. Je veux voir les ordonnances légales. Je veux parler à un juge. Je veux contacter mes avocats. »« Bien sûr, » dit M. Roussel, sortant des papiers de sa mallette. « Tout est en ordre. » Marc examina rapidement les documents. Ils semblaient officiels, mais quelque chose ne semblait pas juste. Les sceaux semblaient trop parfaits, trop neufs. « Léa, où est ton carnet ? »« Dans ma chambre, » murmura-t-elle. « Allez le chercher. Maintenant. » Mais la doctoresse Martin s'interposa. « Je crains que cela ne soit pas possible. Les effets personnels de la mineure seront envoyés ultérieurement à son nouvel emplacement. » À ce moment-là, Marc sut avec certitude que c'était un piège. Il voulait séparer Léa de lui, et plus important, il voulait ce carnet. « Chloé, » dit-il, gardant sa voix calme, « appuie sur le bouton d'appel d'urgence. »« Papa, que se passe-t-il ? » »« Fais ce que je te dis, princesse. » Chloé appuya sur le bouton et quelques instants plus tard, 2 infirmières entrèrent. « Quelle est l'urgence » demanda l'une d'elles. « Les hommes tentent d'enlever une mineure sans procédure légale, et je crois que la doctoresse Martin est impliquée dans une conspiration visant à dissimuler des preuves de fraude médicale. » La pièce resta silencieuse. Les infirmières se regardèrent, clairement confuses sur ce qu'il fallait faire. « Monsieur Dubois, » dit la doctoresse Martin, son masque de professionnalisme tombant enfin, « vous portez des accusations très graves, sans preuve. J'ai des preuves, et je vais m'assurer que les bonnes autorités les voient. » À ce moment-là, comme si la Providence l'avait envoyé, le docteur Leclerc apparut à la porte. « Que se passe-t-il ici ?» Marc prit une décision qui allait tout changer. « Docteur Leclerc, appelez la police. Maintenant, ces hommes ne sont pas du service social, et la doctoresse Martin tente de dissimuler des preuves d'une opération de fraude médicale massive. »« C'est ridicule !» cria la doctoresse Martin. Mais le docteur Leclerc avait vu quelque chose dans les yeux de Marc qui le convainquit.
Il sortit son téléphone portable. « Je vais appeler la police et ils vérifieront ses accréditations correctement. » Les deux hommes se regardèrent et Marc vit de la panique dans leurs yeux. Ils n'étaient pas de vrais officiers. « Léa, reste exactement où tu es. Ne bouge pas de mon côté. Docteur Leclerc ?» La voix de Léa était petite, mais déterminée. « Mon carnet est dans ma chambre, dans le tiroir du bas de la table de chevet. Il contient toutes les informations dont ils ont besoin. » La doctoresse Martin se dirigea vers la porte, mais Marc la bloqua. « Oh non, vous restez ici jusqu'à l'arrivée de la police. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Si je peux. Arrestation citoyenne pour tentative d'enlèvement et conspiration en vue de commettre une fraude. » Les minutes suivantes furent chaotiques. Les faux agents des services sociaux tentèrent de partir, mais les infirmières, comprenant maintenant que quelque chose de vraiment grave se passait, bloquèrent les sorties. La doctoresse Martin alternait entre menaces légales et supplications. Lorsque la police arriva enfin, elle fut immédiatement suivie par deux des avocats de Marc et un détective qui avait déjà travaillé avec eux sur des cas de fraude d'entreprise. « Monsieur Dubois, expliquez-nous la situation. » Pendant l'heure suivante, Marc présenta tout ce qu'il savait. Le détective alla personnellement récupérer le carnet de Léa et lorsqu'il revint, son expression était stupéfaite. « Monsieur Dubois, si cela est exact, nous parlons d'une opération de fraude qui pourrait impliquer des millions d'euros et des dizaines de victimes. Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons arrêter la doctoresse Martin et ces deux hommes pour interrogatoire. Nous allons confisquer tous les dossiers médicaux et financiers de l'hôpital et nous aurons besoin que vous et Léa témoigniez en tant que témoins. » Léa regarda Marc avec des yeux inquiets. « Cela signifie que je dois partir. » « Non, mon amour, cela signifie que tu vas enfin pouvoir rentrer à la maison avec moi et Chloé, là où tu as ta place. » Pour la première fois depuis des jours, Chloé sourit largement. « Vraiment, papa? Léa va vivre avec nous? Vraiment, princesse? » Mais le détective avait une autre question. « Monsieur Dubois, comment saviez-vous que ces hommes n'étaient pas de vrais ?» Marc regarda Léa, qui lui sourit timidement. « Cet enfant extraordinaire m'a appris que la vérité finit toujours par éclater. Il faut juste avoir le courage de l'écouter et d'agir en conséquence. » Alors que la doctoresse Martin était menottée et escortée hors de la pièce, elle cria par-dessus son épaule « Ce n'est pas fini, Dubois. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Mais Marc n'avait plus peur. Il avait quelque chose de plus puissant que la peur. Il avait une famille, il avait un but et il avait la détermination de protéger ses filles, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, alors que Chloé reposait tranquillement pour la première fois depuis des semaines, maintenant avec de vrais médicaments supervisés par une nouvelle équipe médicale, Marc s'assit avec Léa sur le petit canapé de la chambre. « As-tu peur de ce qui va se passer ensuite ?» lui demanda-t-il. « Un peu, » admit-elle. « Je n'ai jamais eu de vraie famille avant. Eh bien, je n'ai jamais eu de fille comme toi avant. Alors nous allons apprendre ensemble. Samantha, promets-tu que tu ne me quitteras jamais ?» Marc prit les petites mains de Léa entre les siennes. « Je te promets que je ne te quitterai jamais. Je te promets que tu auras toujours une maison avec moi. Et je te promets que nous ferons en sorte qu'aucun autre enfant n'ait à vivre ce que tu as vécu. » Comment? Nous allons utiliser tout ce que nous avons appris ici pour aider les autres. Nous allons construire quelque chose de bien à partir de cette terrible expérience. Léa sourit, et c'était un sourire rempli d'espoir réel pour la première fois de sa vie. « J'aime ça. J'aime l'idée d'aider d'autres enfants. » Et ainsi, dans une chambre d'hôpital qui avait vu tant de douleur et de désespoir, est née non seulement une nouvelle famille, mais aussi un nouveau but qui allait changer la vie de nombreux autres enfants vulnérables. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Les paroles menaçantes de la doctoresse Martin s'avéreraient prophétiques, et Marc allait bientôt découvrir qu'il y avait des personnes puissantes qui préféraient garder enfouis les secrets qu'il venait de révéler. 5e partie. 3 semaines après l'arrestation de la doctoresse Martin, Marc était dans son bureau à la maison, entouré de montagnes de documents juridiques, de rapports médicaux et de preuves que son équipe d'enquêteurs avait recueillies. Chloé progressait merveilleusement bien avec son nouveau traitement dans un autre hôpital, et Léa s'était adaptée à la vie dans le manoir des Dubois avec une joie qui emplissait chaque recoin de la maison. Mais la tranquillité était trompeuse. Son téléphone sonna et il reconnut la voix du détective Leroy, qui avait dirigé l'enquête. « Monsieur Dubois, nous devons nous rencontrer immédiatement. Il y a des développements que vous devez connaître. » « Quel genre de développement ? » « Le genre qui ne se discute pas au téléphone. Pouvez-vous venir au poste dans 1 heure ?» Lorsque Marc arriva au poste de police, il trouva le détective Leroy l'attendant avec une expression grave. « Monsieur Dubois, ce que je vais vous dire va changer complètement votre compréhension de cette situation. La doctoresse Martin a parlé et le réseau de corruption est beaucoup plus vaste que nous l'imaginions. » Il lui tendit un épais dossier. « Cela implique 12 hôpitaux à Paris, 3 à Lyon et 2 à Marseille. Nous parlons d'une opération qui fonctionne depuis près d'1 décennie, dirigée par un cartel médical
qui inclut des politiciens de haut niveau, des inspecteurs de la santé et des dirigeants de sociétés pharmaceutiques. Marc ouvrit le dossier et sentit son estomac se nouer. Les chiffres étaient astronomiques. Des millions d'euros en faux traitements, des centaines de patients escroqués et le pire de tout. Détective, certains de ces patients sont morts faute de traitement réel. Exactement. Nous parlons d'homicide, pas seulement de fraude. Et Léa? Léa est le seul témoin qui peut relier toutes les pièces. Son carnet ne documente pas seulement ce qui s'est passé à l'hôpital Saint-Louis, mais il contient également des informations sur des visiteurs, des conversations et des transferts qui se connectent aux autres hôpitaux. Marc sentit un frisson. Cela signifie qu'elle est en danger? Monsieur Dubois, toute votre famille est en danger. Les personnes qui dirigent cette opération ne vont pas permettre à une enfant de 10 ans de détruire une entreprise de plusieurs millions d'euros. Comme une confirmation des craintes du détective, le téléphone de Marc sonna. C'était son service de sécurité à domicile. Monsieur Dubois, 3 véhicules suspects circulent autour de votre propriété depuis la dernière heure. Nous avons renforcé la sécurité, mais nous pensons que vous devriez être informé. Gardez les filles à l'intérieur et activez tous les protocoles de sécurité. Je serai à la maison dans 20 minutes. Il raccrocha et regarda le détective. Ça a déjà commencé. Monsieur Dubois, j'ai une proposition. Nous pouvons vous offrir, à vous et aux filles, une protection de témoin. Mais cela signifie que vous devriez disparaître temporairement pendant que nous montons le dossier. Pendant combien de temps? Ça pourrait être des mois. Marc pensa à Chloé qui était enfin en train de guérir et à Léa qui avait enfin trouvé un foyer. Non, nous n'allons pas fuir et nous cacher. Ces gens ont fait du mal à trop d'enfants. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. Que proposez-vous? Je propose que nous utilisions Léa comme appât, mais d'une manière qui soit totalement sûre pour elle. Le détective le regarda comme s'il était devenu fou. Monsieur Dubois, je ne peux pas vous permettre de mettre une mineure en danger. Je ne parle pas de la mettre en danger physique. Je parle d'utiliser les informations de manière stratégique pour attirer les gros poissons. Marc se pencha en avant, son esprit d'homme d'affaires élaborant un plan. Et si nous annoncions publiquement que Léa va témoigner lors d'une conférence de presse, révélant tout ce qu'elle sait? Mais la conférence est un piège. Au lieu de Léa, nous révélons toutes les preuves que nous avons déjà, pendant qu'il s'expose en essayant de l'arrêter. Le détective considéra l'idée. C'est risqué, mais ça pourrait fonctionner. Nous devrions coordonner avec le procureur fédéral, avoir des équipes de surveillance partout. Faites-le. Et détective, assurez-vous que lorsque ces criminels tomberont, ils tomberont lourdement. Cette nuit-là, Marc réunit Chloé et Léa dans le salon. Chloé était clairement plus forte, avec de la couleur sur ses joues et de l'énergie dans ses yeux. Léa était recroquevillée sur le grand canapé, lisant l'un des nombreux nouveaux livres que Marc lui avait achetés. « Les filles, je dois vous parler de quelque chose de très important. » Elles le regardèrent toutes deux attentivement. Les mauvaises personnes qui ont fait du mal à de nombreux enfants à l'hôpital essayent de s'assurer qu'elles ne peuvent pas être punies. Cela signifie que nous pourrions être en danger pendant un certain temps. « Quel genre de danger ?» demanda Chloé. « Le genre de danger qui signifie que nous devons être très prudents, avoir des gardes de sécurité et peut-être ne pas sortir de la maison pendant un certain temps. » Léa leva les yeux de son livre. « C'est de ma faute, parce que je sais des choses que je ne devrais pas savoir ?» Marc s'approcha immédiatement d'elle et la serra dans ses bras. « Non, mon amour, ce n'est pas ta faute du tout. Tu es une héroïne. Grâce à toi, nous allons pouvoir aider beaucoup d'autres enfants. Mais cela signifie que nous devons être intelligents sur la façon de rester en sécurité. Qu'allons-nous faire ?» demanda Chloé. « Nous allons travailler avec la police pour attraper toutes les mauvaises personnes une fois pour toutes. Cela exigera que nous soyons très courageux, mais aussi très prudents. » Léa se redressa. « Je veux aider. Je veux m'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Tu vas aider, mais d'une manière qui te gardera totalement en sécurité. » Pendant la semaine suivante, le plan se déroula méticuleusement. La conférence de presse fut annoncée pour le vendredi suivant. Les médias furent informés qu'un témoin mineur révélerait des informations explosives sur une corruption médicale massive. Pendant ce temps, des équipes de surveillance fédérale furent positionnées dans toute la ville. Le mercredi soir, ils tentèrent la première attaque. Marc fut réveillé par le son des alarmes de sécurité. Son équipe de protection était déjà en mouvement et à travers les caméras de sécurité, il put voir 3 hommes armés tentant d'infiltrer la propriété. « Monsieur Dubois, restez éloigné des fenêtres. Nous avons la situation sous contrôle. » Les intrus furent capturés avant qu'ils ne puissent s'approcher de la maison, mais le message était clair. Ils étaient sérieux. Le jeudi, il reçut un appel menaçant. « Annulez la conférence de presse, Dubois. C'est votre dernier avertissement. » Ou quoi? Ou vous découvrirez que des accidents peuvent arriver à n'importe qui, même à de jeunes enfants.
Marc ressentit une fureur qu'il n'avait jamais éprouvée. « Si vous touchez un cheveu de mes filles, je vous détruirai. Vos filles ne sont pas votre plus grande préoccupation, Dubois. Vous devriez vous inquiéter pour vous-même. » Quand il raccrocha, Marc sut qu'ils avaient atteint le point de non-retour. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le vendredi matin, la conférence de presse était prévue pour 14 heures à l'hôtel le plus prestigieux de Paris. Mais Léa ne serait pas là. Au lieu de cela, elle était en sécurité dans une maison protégée, jouant à des jeux de société avec Chloé et surveillée par des agents fédéraux. À la conférence, Marc se tint devant des dizaines de journalistes, de caméras de télévision et de flashs photographiques. « Mesdames et messieurs, au cours des derniers mois, ma famille et moi avons découvert un réseau de corruption médicale qui a volé des millions d'euros et, plus important encore, a coûté des vies humaines innocentes. » Il commença à présenter les preuves, documents, enregistrements audio, photographies, témoignages. Chaque révélation était plus choquante que la précédente. Pendant ce temps, des équipes de surveillance dans toute la ville capturaient des dizaines de conspirateurs qui sortèrent de leur cachette pour tenter d'arrêter la conférence ou de fuir le pays. Quand il eut terminé sa présentation, Marc fit une déclaration qui allait résonner dans toute la France. Ce n'est pas seulement une histoire de corruption médicale, c'est une histoire sur la façon dont le pouvoir et la cupidité peuvent corrompre des systèmes qui devraient protéger les plus vulnérables. Mais c'est aussi une histoire sur la façon dont une enfant courageuse, avec un carnet et la détermination de faire ce qui est juste, peut changer le monde. Les arrestations se poursuivirent pendant des jours. Au final, plus de 40 personnes furent inculpées, dont 2 sénateurs, un gouverneur de région, 12 médecins et les dirigeants de 3 grandes sociétés pharmaceutiques. Mais la plus grande victoire n'était pas juridique, elle était personnelle. Cette nuit-là, Marc s'assit dans le jardin de sa maison, observant Chloé et Léa jouer avec les lucioles. Chloé était presque complètement rétablie, et Léa avait éclos d'une manière qu'il était beau à voir. « Papa !» Chloé accourut. « Léa dit qu'elle veut être médecin quand elle sera grande, mais une bonne médecin qui aide vraiment les enfants. C'est un merveilleux objectif. » Léa s'approcha plus timidement. « Vous croyez que je peux le faire, même si je viens d'où je viens ?» Marc la souleva et la fit asseoir sur ses genoux. « Léa, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as montré plus de courage et de sagesse que des adultes 3 fois ton âge. Le monde a besoin de plus de médecins, comme tu vas en être. Et on va continuer à aider d'autres enfants. » Absolument. En fait, j'ai déjà des plans pour ça. Et il en avait. Avec l'argent récupéré des fraudes et ses propres ressources, Marc prévoyait d'ouvrir une fondation qui fournirait des soins médicaux gratuits et de haute qualité aux enfants de familles à faible revenu. Elle serait dirigée par des médecins comme le docteur Leclerc, qui avait démontré que l'intégrité était plus importante que les profits. Alors que les filles s'endormirent cette nuit-là, Marc réfléchit à tout ce qui avait changé. Il avait commencé comme un homme riche mais émotionnellement pauvre, préoccupé uniquement par ses affaires et déconnecté de ce qui comptait vraiment. Une crise avait menacé de lui enlever sa fille, mais à la place, elle lui avait donné 2 filles et un but qu'il n'aurait jamais imaginé. La transformation n'avait pas été seulement la sienne, c'était celle d'une famille, d'une communauté et finalement de tout un système. 6e partie. 6 mois après la conférence de presse qui avait secoué le système de santé français, Marc se tenait devant le plus beau bâtiment qu'il ait jamais construit de sa vie. Ce n'était pas un centre commercial luxueux, ni un projet résidentiel exclusif. C'était la Fondation Espoir, un hôpital pédiatrique à la pointe de la technologie qui offrait des soins médicaux gratuits aux enfants de familles à faible revenu. Le bâtiment avait 4 étages, des jardins remplis de fleurs et de papillons, des aires de jeux colorées et des chambres conçues pour ressembler plus à des foyers qu'à des chambres d'hôpital. Mais ce qui le rendait le plus fier, c'était la plaque à côté de l'entrée principale, Fondation Espoir, où chaque enfant a de l'espoir, fondée par Marc Dubois en l'honneur de Chloé Dubois et Léa Leclerc Dubois. Oui, Léa avait officiellement pris le nom de famille Dubois 3 mois auparavant, le jour le plus heureux de la vie de Marc depuis la naissance de Chloé. « Papa, viens voir ça !» La voix de Chloé l'appela depuis le jardin principal de l'hôpital. Il se dirigea vers l'endroit où se trouvaient ses 2 filles, toutes 2 rayonnantes de santé et de bonheur. Chloé avait complètement récupéré et était plus dynamique que jamais. Léa avait grandi de 5 cm et avait pris du poids, se transformant d'une petite fille fragile en une jeune femme forte et confiante. « Qu'est-ce que vous voulez me montrer ?»« Les papillons !» s'exclama Léa. « Il y en a plus que nous n'en avons jamais vu. » C'était vrai. Le jardin était rempli de papillons de toutes les couleurs, voltant parmi les fleurs qu'ils avaient spécialement plantées pour les attirer. C'était comme si la nature elle-même célébrait ce qu'ils avaient accompli. « C'est parfait !» dit Marc, embrassant les 2 filles. « Tout est parfait. »
À ce moment-là, le docteur Leclerc s'approcha, qui était maintenant le directeur médical de la Fondation Espoir. Sa transformation avait été aussi spectaculaire que celle de Marc. L'homme qui avait autrefois eu peur de s'exprimer contre la corruption était maintenant un leader courageux dans la réforme du système de santé. Monsieur Dubois, les derniers patients arrivent pour l'inauguration. Êtes-vous prêt? Plus que prêt, docteur. Au cours des derniers mois, ils avaient préparé l'ouverture méticuleusement. Ils avaient recruté les meilleurs pédiatres du pays, dont beaucoup avaient quitté des hôpitaux privés lucratifs pour se joindre à leur mission. Ils avaient installé les équipements médicaux les plus avancés disponibles, et ils avaient créé des programmes spéciaux pour les enfants qui avaient été victimes de négligence médicale ailleurs. Mais surtout, ils avaient établi un protocole de transparence absolue. Toutes les décisions médicales étaient examinées par un comité indépendant. Tous les médicaments étaient vérifiés par des laboratoires externes, et toutes les familles recevaient un accès complet aux dossiers médicaux de leurs enfants. « Tu sais ce qui m'enthousiasme le plus ?» demanda Marc à Léa alors qu'ils marchèrent vers le bâtiment principal. « Quoi, papa? Qu'aucun enfant qui viendra ici ne se sentira seul ou abandonné. Ils sauront qu'il y a des gens qui se soucient d'eux, comme vous vous êtes souciés de moi, comme nous nous soucions les uns des autres. C'est la différence. » La cérémonie d'inauguration fut émouvante au-delà des mots. Ils avaient invité les familles des 20 premiers patients qui seraient traités à la Fondation. Beaucoup d'entre eux étaient des enfants qui avaient été rejetés par d'autres hôpitaux parce que leurs familles ne pouvaient pas payer. Marc se tenait devant la foule réunie dans l'auditorium principal de l'hôpital. « Il y a moins d'1 an, j'étais un homme différent. J'étais riche en argent mais pauvre en ce qui compte vraiment. Je pensais pouvoir acheter des solutions à tous les problèmes, mais j'ai appris que les problèmes les plus importants ne se résolvent pas avec de l'argent. Ils se résolvent avec de l'amour, de la détermination et la volonté de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Il regarda Chloé et Léa, qui étaient assises au premier rang, toutes deux souriant avec fierté. « Mes filles m'ont appris que la vraie richesse vient des liens que nous tissons, des vies que nous touchons et de l'héritage que nous laissons aux générations futures. Cette fondation n'est pas seulement un hôpital, c'est une promesse qu'aucun enfant ne sera oublié, qu'aucune famille n'aura à choisir entre sa dignité et la santé de ses enfants, et que l'espoir peut toujours triompher du désespoir. » Après la cérémonie, tandis que les premiers patients exploraient leurs nouvelles chambres avec leur famille, Marc se retrouva dans le bureau qu'il avait conçu pour Léa. Il était petit, mais magnifique, avec un bureau adapté à sa taille, des étagères remplies de livres médicaux pour enfants, et une fenêtre donnant sur le jardin aux papillons. « Tu aimes ?» lui demanda-t-il lorsqu'elle entra. « C'est parfait. Mais papa, ce n'est pas trop tôt. Je suis encore une enfant. » « Il n'est jamais trop tôt pour commencer à apprendre à propos de tes rêves. Et en plus, tu vas être ma consultante spéciale. »« Consultante spéciale ? Tu vas m'aider à m'assurer que cet endroit se sente toujours comme une maison pour les enfants qui viennent ici. Tu vas aider à concevoir des programmes, à réfléchir à des moyens de rendre les traitements moins effrayants et à t'assurer que nous ne perdons jamais de vue pourquoi nous faisons tout cela. » Léa s'assit sur sa nouvelle chaise, tournant lentement en regardant par la fenêtre. « Papa, vous vous souvenez du premier jour où nous nous sommes rencontrés ? Comment pourrais-je l'oublier? Je vous ai dit que Chloé avait besoin d'une raison de rester, qu'elle avait besoin de savoir que ça valait la peine de vivre. Oui, je me souviens. Mais maintenant, je crois que vous aussi, vous aviez besoin d'une raison de vraiment vivre. Pas seulement pour travailler et gagner de l'argent, mais pour vivre vraiment. » Marc sentit des larmes monter à ses yeux. Cet enfant, qui avait commencé comme une étrangère mystérieuse dans un hôpital, était devenue sa plus sage enseignante. « Tu as raison. Vous deux m'avez autant sauvé que je vous ai sauvé. » À ce moment-là, Chloé entra en courant dans le bureau. « Papa! Léa! Il faut que vous veniez voir. » La première patiente, la petite fille qui s'appelle Jeanne, vient de faire ses premiers pas après son opération. Ses parents pleurent de joie. Tous trois coururent vers la chambre de Jeanne, où ils trouvèrent effectivement une famille entière pleurant de joie, tandis qu'une petite fille de 5 ans faisait des pas hésitants, mais déterminés. « J'ai réussi! J'ai réussi !» criait Jeanne en marchant vers les bras de sa mère. Marc regarda ses filles et sut que ce n'était que le début. Dans les années à venir, ils verrèrent des centaines de miracles comme celui-ci. Ils verrèrent des familles se réunir, des enfants guérir et des rêves se réaliser. Cette nuit-là, à la maison, les trois s'assirent sur la terrasse en regardant les étoiles. Chloé et Léa étaient blotties contre Marc, une de chaque côté. « Papa, » dit Chloé, « tu crois que maman serait fière de ce que nous avons fait ?» Marc pensa à Manon, et pour la première fois depuis des mois, en pensant à elle, il ressentit de la paix au lieu de la douleur. « Je crois qu'elle serait incroyablement fière. »
Je crois qu'elle serait heureuse de savoir que nous avons trouvé le moyen de transformer notre douleur en quelque chose de beau qui aide les autres. Et je crois qu'elle serait heureuse que Léa soit ma sœur, ajouta Chloé. Elle en serait certainement heureuse. Léa avait été silencieuse, mais elle parla enfin. Parfois, je pense à ma maman aussi. Et je ne suis plus en colère contre elle. Je comprends qu'elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour moi. Et regardez comment tout a fini. J'ai trouvé la meilleure famille du monde. Nous avons trouvé la meilleure famille du monde, la corrigea Marc. 3 mois plus tard, la Fondation Espoir avait traité avec succès plus de 100 enfants. Les histoires de réussite se répandaient dans toute la France, et des familles voyageaient d'autres pays pour recevoir des soins. Mais plus important que les chiffres étaient les transformations individuelles. Comme Louis, un garçon de 8 ans qui avait perdu la parole après un traumatisme et qui a prononcé ses premiers mots depuis des mois quand Léa lui a lu son histoire préférée. Ou comme Sophie, une adolescente qui avait perdu espoir après de multiples chirurgies ratées et qui prévoyait maintenant d'étudier la médecine inspirée par l'exemple de la Fondation. Marc avait également élargi sa vision. Ils avaient ouvert une école au sein de l'hôpital pour les enfants, nécessitant des traitements à long terme. Ils avaient créé un programme de bourse pour les étudiants en médecine issus de familles à faible revenu. Et ils avaient établi un réseau d'hôpitaux satellites dans les communautés rurales. 1 an après le jour de leur rencontre, Marc organisa une célébration spéciale. Ce n'était pas seulement l'anniversaire de leur rencontre, c'était le jour où Léa était officiellement exempte de symptômes cardiaques depuis 6 mois consécutifs. « Sais-tu ce que cela signifie ?» lui demanda le docteur Leclerc lors du bilan médical annuel de Léa. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Cela signifie que tu es officiellement une enfant en parfaite santé. Ton cœur est fort, tes niveaux d'énergie sont parfaits, et il n'y a aucune raison médicale pour que tu ne puisses pas faire tout ce que n'importe quel autre enfant peut faire. Léa sauta de la table d'examen et serra le docteur Leclerc dans ses bras. Merci de vous être occupé de moi toutes ces années. Merci à toi de nous rappeler pourquoi nous avons choisi d'être médecins en premier lieu. Cette nuit-là, Marc réunit toute la famille élargie qu'ils avaient créée. Chloé, Léa, le docteur Leclerc, qui avait été comme un grand-père pour les filles, et quelques-unes des infirmières et des médecins qui étaient devenus une partie de leur cercle intime. « Je voudrais porter un toast », dit Marc, levant son verre. « Il y a 2 ans, je pensais savoir ce que signifiait le succès. Je pensais qu'il se mesurait en argent, en propriété, en pouvoir. Mais ces 2 filles extraordinaires m'ont appris que le vrai succès se mesure en sourire, en larmes de joie, en vie sauvée et en la différence que nous pouvons faire dans le monde. « Pour la famille !» crièrent Chloé et Léa à l'unisson. « Pour la famille !» répéta Marc. « Et pour tous les enfants qui attendent encore leur chance d'avoir de l'espoir. » Pendant que tout le monde portait un toast, Marc réfléchit à tout ce qui avait changé. L'homme qui avait autrefois été prêt à dépenser n'importe quelle somme d'argent pour sauver sa fille avait appris que ce qui avait réellement sauvé Chloé n'était pas l'argent. C'était l'amour, la communauté et l'espoir qu'une enfant abandonnée avait apporté dans leur vie. Et maintenant, ce même espoir se répandait sur des centaines d'autres enfants et familles. La Fondation Espoir avait inspiré des réformes dans tout le système de santé français. D'autres riches entrepreneurs avaient suivi l'exemple de Marc, créant leurs propres fondations et programmes d'aide. Le scandale de corruption médicale avait abouti à des lois plus strictes et à une meilleure surveillance des hôpitaux. Mais plus important que tout changement systémique était le changement personnel. Marc avait découvert que la vraie richesse ne venait pas d'accumuler plus, mais de partager ce qu'il avait. Il avait appris qu'être parent ne consistait pas à fournir des choses matérielles, mais à être émotionnellement présent. Et il avait compris que les miracles ne venaient pas de la richesse ou du pouvoir, mais de la connexion humaine et de la volonté d'aider les autres. 5 ans plus tard, Chloé était une adolescente brillante et compatissante qui passait ses étés à faire du bénévolat à la Fondation, aidant les enfants plus jeunes et les inspirant avec sa propre histoire de guérison. Léa, maintenant âgée de 15 ans, suivait déjà des cours de sciences avancées et avait été acceptée dans un programme spécial pour les étudiants en médecine prometteur. Et Marc, maintenant dans la 50aine, avait trouvé la vraie paix. Ses cheveux étaient argentés, il avait des rides à force de sourire et son cœur était rempli d'une richesse qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Le 10e anniversaire de la Fondation, alors qu'il observait Léa réaliser sa première chirurgie cardiaque en tant que médecin principal, Chloé organisant une conférence internationale sur les droits à la santé des enfants, Marc sut qu'il avait trouvé le véritable sens d'une vie bien vécue. L'histoire qui avait commencé par des larmes de désespoir s'était terminée par des larmes de joie, et l'espoir qu'une enfant courageuse avait apporté à un hôpital un jour sombre brillait maintenant comme un phare pour des milliers de familles à travers le monde. 10 ans plus tard, Léa Leclerc,
Dubois a obtenu son diplôme de médecine avec les plus hautes distinctions, se spécialisant en cardiologie pédiatrique. Le jour de sa remise de diplôme, Marc et Chloé étaient au premier rang, pleurant de fierté alors qu'elle prononçait son discours en tant que major de promotion. Mon histoire a commencé dans un hôpital où une enfant abandonnée a appris que, même dans les endroits les plus sombres, l'espoir peut fleurir. Aujourd'hui, je retourne dans ce même type de lieu, non pas comme patiente, mais comme médecin, prête à donner aux autres enfants le même espoir qui m'a été donné un jour. Chloé a suivi ses traces, étudiant la gestion d'organisations à but non lucratif, et est finalement devenue la directrice exécutive de la Fondation Espoir, l'étendant à 8 pays d'Amérique latine. Et Marc, maintenant dans la cinquantaine, avait trouvé la vraie paix. Ses cheveux étaient argentés, il avait des rides de tant sourire, et son cœur était rempli d'une richesse qu'il n'avait jamais imaginé possible. Pour le 10e anniversaire de la Fondation, en regardant Léa réaliser sa première chirurgie cardiaque en tant que médecin principal, avec Chloé organisant une conférence internationale sur les droits à la santé des enfants, Marc sut qu'il avait trouvé le vrai sens d'une vie bien vécue. L'histoire qui avait commencé par des larmes de désespoir s'était terminée par des larmes de joie. Et l'espoir qu'une enfant courageuse avait apporté à un hôpital un jour sombre brillait maintenant comme un phare pour des milliers de familles à travers le monde. Avez-vous déjà vécu une transformation si profonde qu'elle a complètement changé qui vous êtes? Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écrivez et ce qui vous a le plus inspiré dans cette histoire. Likez si vous pensez que nous avons tous le pouvoir de changer des vies et abonnez-vous pour plus d'histoires qui vous inspireront à voir le monde différemment. Et si vous avez des idées pour de futures histoires sur l'espoir, la transformation ou le pouvoir de l'amour familial, laissez-les nous en commentaire. Votre suggestion pourrait être notre prochaine histoire.